L'ingénieur patrimonial est méconnu du grand public et pourtant c'est le professionnel à avoir dans tes contacts quand tu commences dans l'investissement immobilier ou dans l'entrepreneuriat, mais également dans ta vie courante pour optimiser ton patrimoine et penser à ta succession. Aujourd'hui, j'accueille Simon et Nicolas qui sont ingénieurs patrimoniaux et qui vont nous parler de leur métier. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour recevoir toujours plus de contenu gratuit. Et suis bien la vidéo jusqu'au bout pour ne pas manquer les bonus et recevoir toutes les informations importantes qui vont te permettre de bien optimiser ton patrimoine. C'est parti. Bonjour Simon, bonjour Nicolas, comment allez-vous? Bonjour Tatiana, bah écoute, ça va très bien et toi? Bien, merci. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter votre métier d'ingénieur patrimonial parce que c'est vrai que nous, les investisseurs en immobilier, on a souvent besoin d'être accompagnés, bien accompagnés en termes de gestion de patrimoine et on a tendance à se renseigner auprès de certains professionnels qui n'ont pas toujours les réponses adaptées et en structure patrimoniale et aussi en fiscalité. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de présenter un peu votre activité, de nous expliquer ce que vous faites et quel est votre cursus et pourquoi ça va être intéressant de travailler avec vous pour nous, les investisseurs et les entrepreneurs aussi, parce que je coach aussi les marchands de biens. Donc voilà, je vous écoute. Alors pour le coup, on a créé en premier, je vais présenter un peu le cabinet, et effectivement voir un peu ce qu'on fait au sein même du cabinet. Et après, je rentrerai plus dans le détail sur nos différentes expériences à chacun. Donc on a créé avec Simon pour le coup Stelka Conseil, donc qui est notre cabinet en gestion de patrimoine. Dans notre domaine et notre compétence d'activité, en fait, nous on intervient pour élaborer une stratégie patrimoniale. Donc au sens large, ça veut dire tout simplement déterminer comment on va venir investir en immobilier, quel mode de détention, comment on va venir louer un bien, quel impact économique ça va avoir sur une situation actuelle, quel impact fiscal ça va avoir aussi pour le coup par rapport à une situation donnée. Étudier aussi toutes les possibilités de transmission et d'optimisation de la transmission par exemple, mesurer les impacts que ça va avoir au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, savoir comment investir. Donc dans les modes de détention, ça veut dire est-ce qu'on va en nom propre, est-ce qu'on va en société. Si on choisit une société, par exemple, est-ce que ça serait une société à l'IR, une société à l'IS, est-ce que ça serait une SCI, une SARL de famille, une SAS, une SARL, une SNC, enfin, peu importe la forme juridique. L'idée c'est vraiment de comprendre en fait la situation d'une personne, donc actuellement en analysant tout simplement déjà son patrimoine, et ensuite de relier son patrimoine avec ses projets de façon à ce que pour le coup on ait vraiment la bonne stratégie et la plus adaptée et la plus viable dans le temps par rapport à ça. Et après bien évidemment de suivre le plus longtemps possible tout simplement ce client-là dans ses différents projets qu'il aura tout au long de sa vie. Donc ça peut être effectivement continuer à développer un patrimoine immobilier, faire du placement financier, regarder pour la transmission par exemple, voir comment lui dégager du cash à titre personnel. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et donc l'idée, c'est d'être vraiment un soutien par rapport à ça. D'accord. Donc en fait, vous êtes calé un peu sur tout ce qui est patrimoine immobilier et également sur l'aspect financier. Parce que nous, les investisseurs, c'est vrai qu'on débute avec l'immobilier, mais qu'après, quand on atteint des sommets financiers, cet argent, on a besoin de l'investir. Et là, on a les banques qui nous disent, faut acheter des actions, faut faire une assurance vie, il y en a d'autres qui font un peu de crypto, tout ça, dont je fais partie aussi, parce que on se diversifie quand on est investisseur. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le vrai conseil de où il faut investir son argent, comment il faut l'investir. Et vous êtes à l'aise aussi avec tout ce qui est financier? Ouais, exactement. En fait, l'idée du cabinet, c'est effectivement de vous accompagner sur tous les plans, pour le coup, qui sont possibles en termes d'investissement. Donc, il y a effectivement la sphère financière où on est capable de vous aiguiller ou en tout cas de vous donner parfois les limites d'une stratégie ou la meilleure stratégie. Mais on fait aussi ça sur l'aspect financier des choses. C'est-à-dire qu'on a la capacité de vous aiguiller sur les meilleurs contrats, les meilleures unités de compte à placer à l'intérieur de ces contrats-là, comment l'investir, comment bénéficier du contrat au mieux par rapport à vos projets, c'est-à-dire le jour où, par exemple, vous avez besoin de retirer, est-ce qu'on retire sur tel et tel contrat, quelle fiscalité on applique par rapport à tel et tel choix. L'idée, c'est vraiment d'aller au bout des choses en vous accompagnant à chaque fois dans le choix, dans la mise en place, le suivi, mais aussi pour le coup dans
dans les différents points de retrait qui peuvent se passer, justement pour que vous puissiez demain jongler entre vos différents projets. D'accord, donc en fait, c'est un accompagnement, un peu sur mesure, personnalisé et sur du long terme, en fait. À chaque étape, d'un nouveau projet, on peut vous solliciter pour avoir des conseils de ce type. Exactement. En fait, ce qui se passe en règle générale quand on va avoir un client au cabinet pour la première fois, en fait, on fait ce constat-là, donc de par l'audit patrimonial généralement, où c'est ce que j'expliquais auparavant, on fait l'analyse du patrimoine, on rédige la stratégie, et après on présente bien évidemment cette stratégie-là et pourquoi en fait elle est viable. Une fois qu'on a fait ce travail-là, bien sûr le client on le lâche pas dans la nature, on l'aide à faire tout ce qui est mise en place. Donc s'il faut rentrer en contact avec un notaire, un avocat, un expert comptable, ou qu'il y a des choses à mettre en place directement au sein même du cabinet, on s'en occupe, on le fait. Et en fait, de façon plus long terme, le client, une fois qu'il a un nouveau projet qui arrive, un nouvel objectif ou un changement législatif majeur, bah, l'idée c'est de refaire un point avec lui pour voir comment on peut intégrer par exemple ce nouveau projet-là à son patrimoine actuel et à ce que nous on avait déterminé initialement, par exemple. D'accord, Comme si par exemple le client a un héritage qui arrive et bon, bah, effectivement il y a des liquidités, il sait pas quoi en faire, bah, l'idée c'est aussi de voir avec lui comment on va rediriger ces liquidités-là pour augmenter la rentabilité bah, tout simplement de cet héritage et que ça soit toujours en adéquation avec les projets de ce même client. d'accord. Et outre le conseil, donc il y a l'aspect conseil, mais sur l'aspect technicité aussi, est-ce que vous allez, jusqu'à faire les créations de sociétés, ce type de choses? Les déclarations fiscales, je sais pas, voilà ce type de choses, pour vos clients? Alors oui, pour tout ce qui est société, effectivement, dans notre capacité, en fait, on rédige bien évidemment tout ce qui est statut. Donc dans les statuts de société, on va retrouver bon, classiquement les mentions, on va dire légales, mais on étudie toujours, peu importe qu'on ait fait un audit ou pas en amont, les différentes possibilités pour aménager les statuts, de façon à ce que ben, on ait des statuts qui soient bien en adéquation avec ce que veut faire le client, que ça soit à l'instant T ou que ce soit plus tard, par exemple pour la transmission, ben, bien le prévoir, qu'on n'ait pas à rédiger en fait un acte plus tard quand ça sera vraiment le cas. Une fois qu'on a fait ça, ben, bien évidemment, on crée aussi la structure. Donc on s'occupe de tout ce qui est création ben, auprès du greffe, hein, tout simplement. Donc là-dessus oui. Et après pour tout ce qui est déclaration d'impôt, en fait, on fait effectivement de l'aide à la déclaration d'impôt pour aider effectivement les clients là-dessus. Alors après, dans nos limites par rapport à ça, un client qui va avoir par exemple des biens en location meublée au réel, nous la partie amortissement, on va pas la calculer. On va reprendre les éléments du comptable et ensuite les D'accord. reporter dans la déclaration, dans les bonnes cases, de façon à ce qu'une déclaration soit bien cohérente. Et vous faites aussi, en fonction du bilan comptable, les PV d'AG, annuels, c'est quelque chose que vous faites aussi sur Alors les sociétés? les PV d'AG, en fait, en général, on les fait pas forcément parce qu'on n'a jamais eu la demande en fait à aujourd'hui. Mais après, oui, on sait les faire parce qu'on les fait nous-mêmes pour notre structure à nous. Donc, on sait bien évidemment les faire. Donc après, oui, c'est une possibilité. On peut effectivement faire ce genre de mission. D'accord. Et du coup, donc vous êtes associés, vous faites tous les 2 la même chose ou vous avez chacun, des spécificités, des compétences complémentaires? Alors pour le coup, moi, par rapport à mon parcours professionnel, en fait, avant d'être ingénieur patrimonial, j'étais expert immobilier foncier. Donc j'ai travaillé en fait presque 10 ans dans un cabinet d'expertise judiciaire. Donc bon, j'ai eu du coup beaucoup d'appétence en immobilier parce que je faisais tout ce qui était évaluation de biens, que ça soit du coup du bien bâti, non bâti, d'habitation professionnelle, avec une spécialité en bail commercial et en biens atypiques. Donc j'ai fait beaucoup de mes armes là-dessus sur l'immobilier. J'ai ensuite repris mes études pour faire un master 2 en ingénierie du patrimoine et j'ai exercé en cabinet. Moi, à la différence de Simon, j'ai beaucoup plus d'appétence sur la sphère immobilière, de par tout ça, que sur la sphère financière. Où là, pour le coup, on est complémentaires parce que Simon prend le relais plus généralement là-dessus, parce que lui, il a un parcours un peu différent. Moi, D'accord, pour le coup, le parcours est différent dans le sens où en fait, j'ai fait toutes mes études en alternance en banque, ce qui m'a permis de comprendre en fait comment une banque fonctionne, quelles sont les limites de la banque, mais quelles sont aussi ce qui fait plaisir, par exemple, à un banquier sur un prêt immobilier.
C'est-à-dire que le fait d'avoir travaillé dans des établissements bancaires, on sait comment les services de notation du risque travaillent. Et donc moi, effectivement, je suis plutôt spécialisé dans le cabinet sur justement comment faire en sorte qu'un dossier d'un client puisse passer en le présentant de manière acceptable et en tout cas agréable à un service en banque. Après, dans tous les cas, on a la même vision sur pourquoi en fait on a monté ce cabinet. C'est vraiment l'idée initiale en fait à la création, c'est de faire du conseil. C'est-à-dire qu'un banquier, effectivement, c'est peut-être ce qui va lui manquer sur le long terme, c'est cet aspect conseil-là. Nous, c'est central effectivement dans notre approche avec le client. Donc effectivement, Nicolas a plus d'appétence sur la sphère immobilière. Moi, j'ai plus d'appétence, je pense, que sur la sphère financière, parce que ça faisait effectivement partie de mon travail et de mes études avant. Et après, dans la partie rédactionnelle, sur l'aspect juridique des choses, on rédige tous les deux en fait les solutions en fonction de qui a le plus de temps de rédaction, parce que pour le coup, moi, c'est vrai que je donne des cours parfois à l'université, donc parfois j'ai un petit peu moins de temps que Nicolas, etc. Mais en tout cas, voilà, on est tous les deux rédacteurs. Nicolas est plus expert immobilier, donc dès que l'immobilier euh, nécessite une expertise, bah, effectivement, c'est Nicolas qui va s'en occuper et peut-être moi qui vais rédiger la partie financement. Et après, sur la partie financement et financier, c'est plutôt moi qui reprendrai la main. Exactement. Et donc là, ce qui veut dire que sur la partie financement, si demain j'ai un membre ou si un de nos spectateurs nous demande, bah voilà, j'ai un dossier bancaire, j'ai signé un compromis, j'aimerais présenter mon dossier en banque, j'aurais besoin de conseils. Dans ces cas-là, on peut vous appeler. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites le montage du dossier, vous donnez quelques conseils ou vous le présentez même à des courtiers ou à des banques partenaires? Alors, pour le coup, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on fait un document qui présente le projet au banquier. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le banquier puisse avoir tout de suite un avis clair sur est-ce que c'est un bon dossier ou un mauvais dossier. Donc, la pire erreur à faire quand on présente un dossier à une banque, c'est de laisser de l'incertitude à la personne en fait qui va défendre le dossier auprès de ses services. Donc, on lui explique le dossier, on lui fait des projections fiscales notamment, on lui fait des projections budgétaires en lui disant ben, si ça se loue bien, voilà comment ça va se louer. Si ça se loue mal, ben, voilà quand même ce qu'on va avoir et voilà quelles conséquences ça va avoir sur mon revenu et sur ma capacité à vous rembourser. La seule chose qui importe à un banquier, c'est sa capacité en fait à gérer son risque et à être remboursé à la fin. Donc ça, tout de suite en fait, on le rassure en lui disant ben voilà les différents scénarios, l'optimiste, le médian et le pessimiste, et au moins vous n'avez pas de risque caché sur ce point de vue-là. Ensuite, effectivement, si demain vous n'avez pas un lien très fort avec votre banquier et que pour le coup vous préférez en fait aller chercher un financement à côté avec un courtier, on est capable de vous orienter vers un professionnel qui va aller chercher la meilleure solution. D'accord. Et du coup, généralement, ces professionnels vont aller plutôt vers des banques traditionnelles ou vers des banques d'affaires, comme on entend beaucoup parler en ce moment, où vous avez un peu accès à tout. Alors en fait, ça dépend vraiment pour le coup du projet, du financement qu'il y a derrière aussi, et du patrimoine que vous avez. C'est-à-dire que si on part sur effectivement des prêts classiques, ça va plutôt être aujourd'hui de la banque, on va dire, traditionnelle, dans le sens où effectivement on se rend compte que là, en plus de ça, avec les différents taux d'usure, c'est aujourd'hui plus compliqué d'avoir des prêts qu'avant. Donc typiquement, il va falloir par exemple avoir une banque qui va être plus proche de l'objet financier ou en tout cas de là où est-ce que vous habitez, qu'une banque d'affaires qui, par exemple, est située à Paris ou dans les grands centres d'affaires. Par contre, si on est sur du montage un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire, par exemple, vous avez déjà les capitaux, mais vous préférez faire un prêt in fine et à côté avoir un contrat d'assurance vie, c'est pas un montage qui est accepté par tous. Donc là, on ira plutôt aller chercher un banquier d'affaires. Pareil, si demain on passe sur un financement avec le recours à une holding ou alors par exemple avec une SARL de famille, parce que c'est une option qui est intéressante, un banquier, on va dire particulier classique, ne saura pas le monter, donc il ne saura pas le défendre auprès du service risque, donc ça risque de ne pas passer. Il vaut mieux effectivement aller vers du banquier qui est pour le coup d'affaires, parce qu'effectivement il maîtrise ce qu'est une SARL de famille. Donc, automatiquement, le courtier ira plutôt vers ce type de structure-là. Et c'est d'ailleurs pour ça, par rapport à ce qu'a dit Simon,
que généralement c'est intéressant de faire ce travail d'audit patrimonial, donc de bilan complet, pour la simple et bonne raison que ça permet beaucoup aux banquiers déjà de lui prémâcher le travail, donc de comprendre une situation globale d'un client avec effectivement ses avantages et ses inconvénients, de voir que le client est accompagné, donc le client de voir finalement de savoir où il va. Il sait que tout simplement ça n'a pas été un autodidacte qui s'est dit je veux faire tel montage parce que c'est une mode ou parce que voilà il y a un professionnel derrière. Ça lui permet aussi de mesurer les impacts. Parce que nous on les mesure après une fois qu'on a fait notre stratégie, de mesurer les impacts directs en fait que ça va avoir. Et donc généralement on se rend compte par retour d'expérience que le fait d'avoir fait ce type de document là permet aussi de conforter énormément le banquier sur un projet et du coup in fine d'avoir un prêt plus facilement accepté que quelqu'un qui va y aller on va dire de façon totalement autodidacte. Ouais, c'est vrai que nous, les investisseurs expérimentés, on le fait. Alors après, bien sûr, c'est moins technique que ce que vous pouvez proposer vous, c'est évident. Surtout que souvent, on s'adresse à des banquiers, traditionnels qui ont pas forcément non plus les connaissances, techniques. Surtout quand enfin voilà, quand on enchaîne les investissements et qu'on développe du patrimoine, là, le banquier, il est vraiment perdu, donc il faut plutôt simplifier les dossiers, même si, les chiffres doivent être clairs et rassurer le banquier. Mais là, on va aller plutôt vers la simplicité. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe quand le dossier est bien monté en amont et quand le banquier est rassuré, on a les financements, quasiment, à coup sûr, à moins vraiment d'avoir une situation, pas finançable. Mais sinon, si le projet est rentable et que la situation est saine, à chaque fois, on arrive à trouver les financements en faisant comme ça. Mm. Et du coup, je voulais vous demander aussi, quel est l'avantage de passer par vous par rapport à il y a des notaires, des comptables, des avocats qui créent les sociétés, qu'il y en a même qui font déjà, un peu le bilan patrimonial. Quel est l'avantage de passer par un ingénieur patrimonial plutôt que par les autres professionnels? Alors pour le coup, alors, l'avantage et la grande différence qu'il va y avoir entre du coup nous, un comptable, un notaire, un avocat, ça va surtout se trouver dans les domaines de compétences. C'est-à-dire que l'expert comptable, lui, va être bon pour faire gérer la partie comptable d'une société et la partie un peu plus financière au sein même de la structure. Pas forcément sur les financements, mais vraiment sur le comportement de la société, la gestion. L'avocat, lui, généralement, il peut être effectivement calé en fonction de ses domaines de compétences, mais généralement c'est fiscalité, sur la partie fiscale. Le notaire, lui, il va être plus bon sur la partie civile et la partie rédaction d'actes, parce que pour le coup, il n'y a que lui qui fait ce type d'émission, enfin en tout cas des actes authentiques. Nous, en fait, on intervient généralement en amont de tout ça, parce qu'on regroupe l'ensemble de ces compétences. On sait comment avoir une bonne gestion d'une structure, on sait comment choisir une société et pourquoi la choisir, on sait mesurer les impacts fiscaux et les calculer. On sait tout simplement comment protéger une famille, comment anticiper une transmission, comment protéger les conjoints ou encore même les associés. Et donc toutes ces compétences-là, en fait, on les regroupe. Et une fois que nous on a fait notre travail effectivement en amont, donc d'audit patrimonial et donc de bilan complet, c'est là où en fait on va venir chercher des spécificités chez le notaire pour la rédaction des actes authentiques, par exemple, ou l'enregistrement de certains actes que nous on aura écrits, le comptable pour tout ce qui est bilan de société, et l'avocat pour, par exemple, vraiment des spécificités fiscales, des usufruits temporaires, des choses comme ça, des cessions 150 OBTR, ce genre de choses qui sont beaucoup plus qu'on maîtrise, mais qu'on ne mettra pas en place parce qu'on estime que c'est vraiment le travail de ces professionnels-là. Et après, pour la D'accord. création de société, là où nous on a pu voir par expérience, que ce soit au cabinet ou de nos expériences avant, la grande différence qu'on va avoir, c'est que l'ensemble de ces professionnels-là, en fait, vont faire des sociétés avec des statuts classiques, c'est-à-dire les mentions légales, et on n'aura pas du tout comment dire La personnalisation. de personnalisation exactement, et en fait d'horizon court, moyen, long terme sur les potentiels projets et objectifs du client. Donc en fait, créer une société avec des mentions légales, à notre sens, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que repayer un acte plus tard parce qu'on va faire de la transmission, en fait c'est dommage, et pour nous ça pourrait être considéré presque comme du défaut de conseil parce qu'en fait on peut le prévoir d'entrée. Donc nous on essaie toujours de prévoir justement ces cas-là, quand on va être avec des associés tiers, justement faire tout pour sécuriser les différents associés, que si demain effectivement ça se passe mal, parce qu'une association ça reste comme un mariage, en fait qu'on ait une ligne de conduite qui soit prête et connue de tout le monde, ce qui permettra d'éviter des situations de blocage en fait tout simplement.
Donc aussi dans vos statuts, vous anticipez aussi tous les éventuels problèmes qu'on pourrait rencontrer, dans le cadre de notre activité? Exactement. En fait, l'idée des statuts, c'est vraiment d'être le plus complet possible au niveau des situations que vous pouvez rencontrer. Même si parfois vous n'allez pas la rencontrer, au moins c'est prévu. Et ça vous permet de ne pas modifier les statuts et donc de payer une modification de statut le jour où vous rencontrez cette situation. C'est ce que disait Nicolas tout à l'heure. Le fait, par exemple, de vouloir transmettre votre société, peut-être, par exemple, une société civile, de vouloir la transmettre quand vous êtes à la retraite, c'est quelque chose que, au moment de la création, vous ne pensez pas forcément, mais peut-être que justement au moment de la retraite, on va dire que peut-être 80% des gens ont envie justement de transmettre à leurs enfants la société. Le fait de le prévoir, ça vous permet de le faire sans avoir à modifier, donc sans avoir à modifier les statuts et repayer effectivement peut-être un forfait de 600 ou 700 euros de modification 30 ans plus tard, simplement parce que c'est pas prévu initialement. Plus les frais d'acte, enfin Plus les frais de tribunal, les etc. frais de grève, de CCI et de publication. Donc au final, enfin, ça fait la double peine, quoi, Exactement. tout simplement. Ouais. En fait, j'ai testé une fois, je suis passée sur un alors j'avais déjà créé une SCI et je me suis dit: «Bon, j'en ai déjà une, donc j'ai juste à reprendre mes statuts, à les envoyer et j'en fais une deuxième». Et donc j'ai pris un truc en ligne là, pour quelques centaines d'euros, ça coûtait pas cher du tout. Ce qui coûte cher, c'est les annonces légales, mais sinon, les statuts en ligne, ça coûtait rien et je me suis dit: «Je vais leur envoyer les miens, puis c'est bon, ils vont me caler la société comme ça». Ça a été une galère. J'ai pas eu du tout ce que je voulais. Au final, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit: «Allez-y, faites comme ça» parce que, ils ont pas voulu, je voulais mettre mes enfants, sur la nue propriété, des choses comme ça. Enfin voilà, je voulais optimiser au maximum. Ils ont rien voulu savoir. J'ai eu des statuts généraux. Ils ont jamais su répondre à mes questions parce qu'en fait, c'est pas des juristes qu'on a, au bout. Tout se fait par mail, donc c'est pas pratique et en plus, c'est pas des juristes qui répondent. Et donc, j'ai créé ma SCI comme ça et bah, quand j'ai monté ma holding et tout, je suis allée voir l'avocate en disant: «Bah, voilà, j'ai testé, sur internet, j'ai créé, ma deuxième SCI sur internet». Elle m'a dit: «OK, c'est bon». Elle a regardé, mes statuts, elle m'a dit: «Bon, bah, on peut tout recommencer», et j'ai repayé, l'intégralité des frais d'avocat. Donc en fait, j'ai perdu sur l'opération, j'ai perdu 700 ou 800 € grâce au service en ligne qui a servi à rien du tout. Donc c'est vrai que moi je dis aussi, à mes membres, surtout, surtout ne faites pas, il fallait que je le teste parce que c'est vrai que c'est Bien une sûr. demande qu'on a souvent, donc il fallait que nous on le teste pour voir comment ça fonctionne, pour pouvoir conseiller, nos membres et je leur dis toujours: «Surtout, n'allez pas au moins cher, n'allez pas prendre les statuts internet parce que le jour où vous devrez refaire la société, ben, il faudra recommencer, tout repayer de façon intégrale comme si, vous n'aviez rien fait». Donc la plupart du temps, les gens comprennent et bon, on engage plusieurs centaines de milliers d'euros dans des investissements immobiliers. Donc c'est des SCI qui se valorisent très rapidement et du coup, aller au moins cher et grappiller, 200 ou 300 € sur une prestation comme celle-là, c'est pas du tout judicieux et c'est quelque chose que enfin voilà, je combats, les gens qui veulent faire des petites économies sur les réseaux, tous les jours pour leur dire: «Mais non, surtout fais pas ça, tu vas regretter». Et à chaque fois, les retours qu'on a, des gens qui finalement passent sur ces services en ligne, ils sont négatifs. Donc clairement, ça vaut pas le coup aujourd'hui de faire ça tout seul. Il faut être Non, c'est bien. conseillé et moi, je suis sûre que bon, moi, j'avais un avocat pour, créer mes sociétés, donc j'ai tout fait avec l'avocate, mais je suis certaine que vous trouveriez plein de choses à faudrait qu'on regarde un jour, vous trouveriez plein de choses à optimiser parce que enfin voilà, c'est jamais exactement comme on veut. Les investisseurs ont aussi tendance à rencontrer des conseillers en gestion de patrimoine dès qu'ils avancent dans leurs investissements, ou dès qu'on se fait un peu déchirer par les impôts parce que, ben, beaucoup d'investisseurs investissent sans connaissance. On leur dit: «Il faut aller voir un conseiller en gestion de patrimoine». Ça a été mon réflexe, il y a quelques années en arrière. J'avais pas du tout de connaissances et du coup, je me suis fait déchirer comme tout le monde par les impôts. Donc j'ai appelé un conseiller en gestion de patrimoine et tout ce qu'il m'a proposé, c'est de me vendre un appartement sur 25 ans, qui me rapportait rien du tout, où tout ce qu'il me proposait comme garantie, c'était pas écrit dans le contrat qu'il me présentait. Je m'endettais sur 25 ans sur un truc pas rentable. Nous, on fait du rentable, les investisseurs, on fait le patrimonial, ça vient après, mais on fait surtout du rentable au début parce qu'on veut de la rente, on veut du cash. Et donc lui, il me proposait ça, un appartement dans un secteur que je connaissais pas, qui me rapportait rien, mais qui réduisait mes impôts. Et du coup, au lieu de payer à peu près 1 500 € d'impôts par mois, je payais 100 € par mois.
Donc sur le papier, ça donnait envie, sauf qu'en fait, clairement, c'était pas rentable du tout et ça me bloquait sur mes investissements futurs. Donc le conseiller en gestion de patrimoine, il a pas su me trouver une solution adaptée, parce que lui, en fait, il se fait rémunérer quand il vend des produits. Son conseil, il est gratuit, mais il se fait rémunérer à la vente de produits. Donc, il y a un peu, pour moi, il y avait un peu conflit d'intérêts à ce moment-là. Il avait tout intérêt à me vendre ce produit. Est-ce que vous, vous êtes en mesure aussi, j'imagine, de proposer des produits, comme ça, comme du Pinel ou des choses comme ça, hein, là où on oriente les investisseurs pour réduire leurs impôts? Est-ce que, vous, comment poser, précisément? Est-ce que vous orientez systématiquement sur ce type de produit de défiscalisation ou, pas du tout? Ou ça va être vraiment en fonction de la demande du client? Alors là-dessus, en fait, alors au cabinet, on a bien évidemment une gamme de produits parce que, pour le coup, c'est aussi important d'avoir des produits sur la sphère financière, par exemple, pour ne serait-ce que gérer, aller chercher de la rentabilité, de la diversification sur cet aspect-là. Sur la partie fiscale, nous, effectivement, on a fait le choix avec Simon de pas justement proposer à nos clients des investissements Pinel, des investissements en location, on va dire senior, étudiante qui soient gérés par des gros gestionnaires, on n'a pas la main dessus. Pour la simple et bonne raison que c'est pas des investissements dans lesquels nous-mêmes on investirait. On n'y croit pas. OK. C'est cher. Il y a beaucoup de raisons et beaucoup d'arguments qui font que pour le coup on pourrait y passer très longtemps à en parler, mais nous on n'y va pas et on en commercialise pas. Après on a d'autres effectivement produits de défiscalisation qui sont beaucoup plus sains, Ouais. mais de toute évidence, et ça c'est de toute façon un axe du cabinet important, sur chaque problématique fiscale, on essaie toujours de regarder en premier lieu la structure fiscale du client, de voir comment on peut la travailler, ne serait-ce que sur les aspects juridiques et fiscaux que nous propose en fait l'administration. Et si vraiment on a atteint nos limites parce que on peut pas travailler, par exemple les revenus du travail par exemple, c'est des revenus qui sont, on peut pas les travailler en tant que tels sur la structure, mais c'est là où on aura recours effectivement à des produits défiscalisants, mais des produits qu'on aura bien évidemment choisis, dans lesquels nous-mêmes on investit et dans lesquels, pour le coup, on sait que ça présente une pérennité, des garanties et surtout un investissement sain, tout simplement. Exactement. Je D'accord. voulais juste rajouter qu'en fait, dans notre fonctionnement aussi, l'idée de l'audit, c'est en fait de vous accompagner, et c'est pour ça qu'on le fait payer, en vous donnant la meilleure stratégie. Après, sur la mise en place, pour le coup, c'est pas parce qu'il y a un audit qui est réalisé que le client est obligé de réaliser cet audit et la mise en place avec nous. Et ça, en fait, ça change absolument tout au niveau de la gestion de ce qu'on met à l'intérieur de l'audit. C'est-à-dire qu'un CGP lambda, vu qu'il ne fait pas payer l'audit, il a besoin effectivement de vendre quelque chose pour être rentable avec un client. Et donc c'est pour ça qu'effectivement il oriente vers par exemple un Pinel, parce que tant qu'il a rien vendu, le client en fait lui a coûté de l'argent en termes de dossier. Nous, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les clients au niveau d'un audit sur les meilleures préconisations. Mais du coup, ça nous détache automatiquement de on a besoin de vendre quelque chose derrière, vu qu'effectivement, il y a déjà de l'honoraire qui a été payé. Et à notre sens, c'est ce qui est le plus juste, parce que finalement, si on vous oriente vers une stratégie, c'est pas parce qu'elle va nous rapporter de l'argent, c'est parce que c'est celle qui vous correspond. C'est pas une nécessité de vous vendre quelque chose, parce que de temps en temps, la meilleure solution, c'est simplement de vous dire, mariez-vous. Ou alors, par exemple, si vous faites de la location nue, au changement de bail, peut-être que la meilleure préconisation à faire, c'est simplement de changer de bail et de passer en meublé. Et donc là, il n'y a pas de vente, mais il y a une modification de votre foyer et en tout cas de vos revenus qui va automatiquement faire baisser par exemple vos impôts. D'accord. Donc là, ouais, alors il n'y a pas, ce que je vous disais juste avant, cette notion de conflit d'intérêts où on va se méfier en se disant: «Bah oui, forcément, il me conseille ça parce que lui, il vend ce produit-là», comme moi j'ai pu avoir, avec le conseiller en gestion de patrimoine. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que Ouais, c'est vraiment personnalisé, vous êtes vraiment là, pour le client. Et du exactement. coup, vous êtes, excuse-moi, vous êtes basé où? Vous travaillez comment? Parce que, enfin, je sais que vous travaillez un peu dans toute la France, mais du coup, comment ça se passe pour vous contacter et comment vous fonctionnez? Alors pour le coup, le cabinet est basé à Toulouse, plus précisément à Lanta. On a le siège social du cabinet. Après, on travaille bien évidemment dans toute la France et même pour le coup, là, on commence à travailler un peu plus à l'international avec des clients qui sont pas du tout
enfin, qui sont en Europe ou hors zone Europe. On travaille beaucoup du coup en mail, signature électronique, visio, téléphone. Et ensuite, où nous trouver? Pour le coup, on n'a pas de site internet, c'est vrai, ça nous est peut-être un peu dommageable pour l'instant, mais bon, il y en aura un qui verra le jour en 2023, en 2024. Mais moi, j'interviens beaucoup sur les réseaux sociaux. J'interviens pour le coup aussi auprès de partenaires qu'on a, qui sont un peu dans la France, des experts comptables, ce genre de choses. J'ai mon propre groupe Facebook aussi, pour le coup, où on donne D'accord. effectivement des informations. On a créé un Instagram où aussi on donne effectivement quelques informations assez généralistes, qui en tout cas suscitent des questions pour les clients. Et après, avec les partenaires, pour le coup, comme toi, Tatiana, où on a de la visibilité là-dessus. Voilà. D'accord. Donc en fait, on peut vous contacter et tout faire à distance, sans problème? Ouais, Exactement. exactement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que mes coordonnées, elles sont sur mon groupe, elles y sont tout le temps. Sur l'Instagram, je crois qu'elles y sont aussi. Il y a nos numéros de téléphone et nos mails. Et sur la page Google My Business. Sur la page Google My Business aussi du cabinet, il y a tous nos éléments. Et sur nos LinkedIn perso aussi, il y a aussi nos éléments. Donc OK. voilà. Et après, sur Messenger, il y a pas mal de demandes aussi. Donc là-dessus, c'est assez facile. Ouais. Bon, de toute façon, on mettra tous vos contacts, dans le descriptif sous la vidéo. Ouais. Hem et puis, ben, tu as abordé un sujet intéressant, qui m'intéresse à titre personnel, mais je sais que ça intéresse, de nombreux investisseurs qui vont après investir, sur l'étranger. Du coup, vous êtes à l'aise aussi avec tout ce qui est, conseil fiscal sur les investissements à l'étranger, les créations de sociétés à l'étranger, tout ça, vous pouvez aussi, nous orienter? Alors, les créations de sociétés à l'étranger, ça va dépendre déjà du pays, parce qu'il y a des règles qui sont différentes entre chaque pays. Donc là-dessus, c'est vraiment au cas par cas. On fait vraiment au cas par cas. Pareil pour les déclarations fiscales à l'étranger, ça va être du cas par cas, en fonction des pays, en fonction des revenus. Les règles sont pas du tout les mêmes. En général, de toute évidence là-dessus, ce qu'on fait, c'est que on fait quand même un point global sur la situation pour comprendre d'où viennent les revenus. Et on regarde bien évidemment après les conventions qu'il va y avoir entre la France et le pays en question pour voir tout simplement comment est géré l'impôt, que ça soit en France, dans le pays en question, et pour éviter en fait toutes ces problématiques de double imposition qui sont réglées en fait dans la convention. Donc là-dessus, on intervient de D'accord. cette façon-là. Et après, notre champ d'action va dépendre vraiment des pays, des différents pays, tout simplement, qui seront à regarder. Parce que, c'est vrai que nous, on a été bloqués à un stade quand on a voulu créer une holding à l'étranger et en fait, on s'est retrouvés confrontés à des avocats qui maîtrisaient pas du tout le sujet et on n'a pas au moment clé, on n'a pas trouvé l'info et on a dû se débrouiller un peu, par nous-mêmes et du coup, on a fait des erreurs qui nous ont coûté quelques milliers d'euros, parce qu'on trouvait pas l'info et on trouvait personne pour nous orienter. Nos avocats ne savaient pas nous orienter. On a contacté des avocats fiscalistes, qui font du droit fiscal étranger, mais à distance, c'est compliqué, il faut être sur place, voilà, on n'a pas trouvé le conseil qui nous convenait, au moment où on voulait. Donc ça, on sait que maintenant on peut appeler Stelka Conseil, si on a besoin de conseils dans ce type-là. Alors Exactement. ça sera des conseils, je minore juste un petit peu, ça dépend effectivement du pays, parce que autant un pays européen a quand même des conventions assez simples, autant certains pays, notamment par exemple les États-Unis, ça va être une convention qui va être beaucoup plus complexe, avec un impôt fédéral, mais aussi par exemple des impôts par État. Et donc chaque État a ses propres règles fiscales. Donc on est capable effectivement de lire, on va dire, la colonne vertébrale de la fiscalité. Après, savoir si on est capable d'être précis au niveau de la fiscalité d'un État, etc., c'est plus compliqué. C'est-à-dire que si vraiment c'est extrêmement précis, je pense qu'il faudra quand même à terme se faire accompagner d'un avocat international. Oui, mais vous, pour préciser ma question, on est résident français. Nous, les investisseurs en IMO, qu'on a dans nos membres sont tous résidents français ou en métropole ou dans les DOM-TOM, ça, on en a aussi. Mais on est résident français, donc vous êtes capable de mesurer l'impact sur notre fiscalité française, par exemple, sur le Non, fait de détenir une société à l'étranger ou un investissement à l'étranger. Ça, exactement. vous OK.
D'accord. Donc après, par contre, c'est évident que si on investit dans un pays, il faut se faire accompagner aussi dans le pays dans lequel on Exactement, investit, c'est ça. parce qu'il peut y avoir des doubles impositions en fonction des conventions fiscales aussi. Exactement, c'est Ouais, et ça. puis les règles sont différentes, tout simplement de calcul entre chaque pays. Donc effectivement, sur ça, et comme l'a très bien dit Simon, les États-Unis, c'est un bel exemple. Là-dessus, il faut vraiment faire très attention parce qu'il y a effectivement plusieurs étapes de fiscalité et que pour le coup, il y a plusieurs aussi, subtilités à avoir. Que là, je pense vraiment seul un avocat, en tout cas fiscaliste, des États-Unis aura en fait tout simplement les subtilités de ces impôts-là. Exactement. Mais pour la partie française, pour le coup, Aucun problème, ouais. on sait le gérer. OK, super. C'est génial. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview, c'était très intéressant. Je mets tous vos contacts sous la vidéo et puis, à bientôt pour un nouveau sujet. Merci à Ouais, toi. à bientôt. Bonne Merci journée. beaucoup, Tatiana. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup Simon et Nicolas pour votre présentation, c'était très constructif. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à me poser tes questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Dans le descriptif sous la vidéo, tu retrouveras toutes les coordonnées de la société Stelka Conseil pour contacter en direct Simon ou Nicolas. N'oublie pas de leur dire que tu viens de ma part, grâce à cette vidéo, tu bénéficieras d'un avantage de 5% sur leurs tarifs. À bientôt!